aujourd'hui pour vous parler de mes 3 premières lectures du mois de mars, mais avant ça, je voulais revenir sur un petit quelque chose au sujet de ma dernière vidéo dans laquelle je vous parlais de La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Je suis tombée ce week-end, donc il y a quelques jours au moment où sort cette vidéo, sur une story qui, je pense très honnêtement, parlait de cette vidéo, étant donné que la personne citait texto la phrase que j'ai pu dire. Enfin, une phrase que j'ai pu dire. Du coup, je me suis un petit peu interrogée et j'ai vachement hésité à en parler parce que c'est pas trop mon dada d'aller... Enfin, voilà. Mais comme ça me travaille plus que ce que je veux bien admettre, eh bien, je voulais revenir sur un truc. Je n'ai jamais critiqué le fait que le roman soit au passé. Voilà, hein. Si je n'ai pas réussi à rentrer dedans, c'est parce qu'il est écrit à l'imparfait et au passé composé, pas au passé simple. Je ne sais pas si je me suis plantée dans la vidéo et que j'ai parlé de passé simple, mais c'est passé composé, et donc des temps du récit qui crée une distance entre le lecteur et ce qui se passe réellement. C'est ça que j'ai voulu dire. Je n'ai jamais voulu dire que le fait que le temps ce soit du passé, ça me dérange. Que ce soit écrit au passé, au présent, j'en ai rien à secouer. Que ce soit écrit à la première ou à la troisième personne, j'en ai rien à secouer. Ça ne m'empêchera pas de rentrer dans l'histoire. J'ai même déjà lu des textes qui sont écrits à la deuxième personne deuxième personne d'ailleurs, parce que ce soit pluriel ou... pluriel ou singulier, ça ne change pas grand chose concrètement. Donc non, ce n'est pas le sujet que j'ai voulu aborder dans ma vidéo. Du coup, mon avis n'est pas uniquement basé sur le fait que je suis incapable de rentrer dans une histoire quand elle est écrite au passé. C'est pas le cas. C'est juste que, bah oui, l'imparfait, oui, le passé composé, ce sont des temps qui vont créer une distance quand ils sont employés de manière systémique dans un roman. Voilà, et là en l'occurrence c'est le cas, et je crois que c'était systématique que je voulais dire juste avant, voilà, petit lapsus, mais voilà, si jamais j'ai lapsusé en... Wow, bizarre cette phrase, pas trop sûre de... hein, mais si jamais j'ai fait un lapsus et que je me suis plantée en parlant de passé simple, c'est pas le cas, je m'en tape moi que ce soit écrit au passé, c'est pas le sujet. Là en l'occurrence le roman est exclusivement à l'imparfait avec des petites touches de passé composé tout simplement parce que... ça paraît cohérent, enfin c'est de l'écriture, mais oui, ça crée une distance avec le récit. Et ma phrase qui est citée dans la story de la personne en question parlait justement de la phrase où je dis que j'avais l'impression que la femme me racontait son histoire au lieu de me faire la vivre avec elle. Et bah c'est exactement ça. La notion d'imparfait avec le passé composé va créer une distance et au lieu d'être plongé dans une action qui a une immédiateté, et bah là c'est pas le cas. Il y a un décalage entre les deux. On a vraiment l'impression de, encore une fois, d'avoir cette personne qui, le soir, après avoir vécu ces petites aventures, vient te les raconter. Et oui, moi, personnellement, avec la distance que ça crée, bah, ça fait que j'ai jamais réussi à totalement rentrer dans l'histoire. Et je suis restée en retrait par rapport à ça. Est-ce que c'était une volonté de l'auteur? Je ne le sais pas, mais moi, ça n'a pas matché pour ça. Voilà, c'est pas une question de... Alors, je ne sais pas si la personne, c'est qu'elle a pas compris ce que je voulais dire et qu'en effet, elle pensait que je parlais du temps de manière générale, du fait que le passé me plaisait pas, comme elle l'a mis en parallèle avec les personnes qui n'aimaient pas les romans à la troisième personne et tout ça, j'aurais tendance à croire que c'est ça, et dans ce cas-là, oui, je comprends que mon avis lui est pas plu, parce que soyons honnêtes, mon avis ne lui a pas plu. Là où ça me dérange un peu plus, c'est que c'est pas ce que j'ai dit, et que dans ce cas-là, voilà, je préfère remettre l'église au milieu du village, parce que si quelqu'un l'a compris comme ça, je veux pas que tout le monde le comprenne comme ça. Le sujet, c'est pas le fait que ce soit écrit au passé, le sujet, c'est que ce soit écrit à l'imparfait. Voilà, je vais juste parler d'imparfait parce que c'est ça qui m'a le plus, entre guillemets, gêné dans la lecture et qui crée une distance. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un fait, enfin c'est un fait avéré, voilà. Mais c'est pas le côté passé qui m'a dérangé. Mais voilà, je voulais revenir dessus parce que je me dis que, enfin parce que je pars du principe que la personne pensait que c'était le passé qui me dérangeait et qui n'a pas compris ce que je voulais exprimer, et dans ce cas-là je me dis qu'elle n'est peut-être pas la seule, donc je voulais revenir là-dessus. Par contre, si à l'inverse elle a très bien compris ce que je voulais dire et elle juge quand même que mon avis n'a pas de sens, bah dans ce cas-là j'ai envie de dire, dans ce cas-là toute analyse de texte n'a pas forcément de sens, puisque oui, en effet, en fait, on peut ne pas aimer une plume par rapport à comment c'est écrit. C'est un fait et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Et je ne descends pas des livres pour le fun de les descendre. Si je dis que j'ai pas aimé un livre, c'est que je l'ai pas aimé et j'essaye de trouver pourquoi je l'ai pas aimé. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo. A priori mal, mais voilà. Cela étant dit, si vous voulez voir des lectures où je descends vraiment des livres, il y en a des livres que j'ai vraiment détestés et dans lesquels je suis un peu moins tendre que je ne l'ai été avec La Chambre des Merveilles. Mais ce n'est pas le sujet, puisque dans cette lecture, à l'inverse, j'ai des petites pépites à vous présenter et des déceptions aussi, mais bon, comme d'hab, j'ai lu
L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon et j'ai de nouveau eu un coup de cœur. Vous serez pas forcément surpris, je vous l'avais dit que de toute façon cette saga c'était une de mes petites chouchoutes, mais celui-ci me faisait un petit peu peur. Pourquoi? Tout simplement parce que on va quitter les deux personnages qu'on suivait jusque-là dans les tomes précédents, donc le tome 1 et le tome 2, et on va, avec ce tome et le suivant, suivre deux autres personnages, mais surtout ce tome-ci, il se passe en parallèle des événements du tome 2. Il y a des scènes qui concrètement sont exactement les mêmes, mais d'un point de vue différent, ce qui apporte, on va pas se mentir, une lumière un petit peu différente. Le Pont des Tempêtes est une saga dans laquelle je vais vous sortir la carte parce que j'aime bien faire ça, comme ça je vous explique un peu mieux comment ça se passe. Nous avons donc la carte des différents royaumes. C'est de la fantaisie, mais on n'est pas sur de la fantaisie dans laquelle il va y avoir de la magie et compagnie, on va plutôt être sur des petites guerres de territoire. On a ces deux petits royaumes-là tout au nord qui se font un peu la guéguerre, mais j'ai l'impression que c'est une guéguerre un peu moins sanglante que tout au sud où on va avoir Maridrina et Valcota qui se font une guerre sans merci. D'ailleurs, dans ce tome du coup 3, on va suivre l'héritière du royaume de Valcota et l'héritier du royaume de Maridrina. Voilà. Et au milieu, on a Itikana, sur lequel vous allez peut-être pas le voir parce que déjà il y a un reflet et qu'en plus c'est tout piti-piti, mais il y a un immense pont qui va permettre pendant la saison des tempêtes, donc qui va littéralement faire des tempêtes dans toute la petite mer, de permettre aux royaumes du sud et du nord d'échanger, donc échanges commerciaux et compagnie. Le tome 1 est centré sur Itikana principalement, puisqu'on va y suivre Aren qui est son roi, et Lara qui va être envoyée par son père, le roi de Maridrina, pour épouser Aren. Et les tomes du coup 3 et 4 sont sur Valcota principalement et Maridrina. Et on va un petit peu plus suivre les royaumes du Nord dans les tomes 5 et 6. J'espère que je ne me suis pas trop plantée. Mais allez lire la saga, comme ça vous ferez peut-être un résumé meilleur que le mien. Voilà. Bref. Hop. Je remets tout ça et on est parti. Donc, comme je vous le disais, ce troisième volume plutôt, il va se dérouler en parallèle du tome précédent. Donc forcément, on va avoir des passages qui vont être un petit peu similaires, mais on va quand même être avec deux personnages différents, puisque comme je vous le disais, on va suivre Kéris, qui est le prince héritier de Maridrina, un prince qui est plutôt réputé pour sa lâcheté. C'est un intellectuel, lui la guerre, il n'aime pas trop ça, il prône la paix, et c'est d'ailleurs la seule chose qui pourrait le pousser à avoir envie de devenir roi, mais il n'en a pas forcément envie, seulement c'est l'héritier puisque tous ses autres frères plus âgés se sont fait littéralement zigouiller la gueule, donc il ne reste plus que lui, et puis ses petits frères si jamais lui devait passer l'arme à gauche, parce que laissez-moi vous dire que le roi de Maridrina, il en a des enfants. Mais si vous avez lu les tomes précédents, vous le savez déjà ça. On va également suivre, alors à chaque fois j'ai un doute, c'est Zara, un coup je disais Zora, un coup je disais Zara. Pour ma défense, on a eu une collègue qui s'appelait Zora au boulot, donc je pense que c'est pour ça que mon cerveau faisait un peu le... Bah alors l'éternuement le plus mignon du monde. Donc Zara qui elle est l'héritière de l'impératrice de Valcota et elle est également la générale de ses armées. Donc elle, la guerre, autant dire qu'elle a les deux pattes dedans. Ça ne lui fait pas peur et en plus de ça, comme elle a perdu beaucoup de gens pendant la guerre, je vais pas dire qu'elle est pour cette guerre parce que je pense que t'es jamais totalement pour, mais elle est sûre de son bon droit dans le cadre de cette guerre. Bref, tous les deux vont se croiser sans savoir qui ils sont l'un l'autre, ils vont vivre une histoire d'amour très intense qui évidemment va exploser quand ils vont réaliser forcément qui est l'autre. Voilà, bref, je n'en dirai pas beaucoup plus, mais sachez que cette saga, pour les amours impossibles, on se situe vraiment sur du très haut niveau. Je trouve que vraiment, elle a le don, l'autrice, de me créer des histoires où j'ai le bide noué, mais genre vraiment, où ça me fait de la peine, mais un truc de fou, de les voir se déchirer comme ça et de les voir... dans l'impossibilité d'être ensemble l'un avec l'autre. Moi vraiment ça m'a brisé le cœur et le tome 2 du Pont des Tempêtes m'avait vraiment fait cet effet là, comment il s'appelle, je ne sais plus, la reine traîtresse. J'avais été bouleversée par ce que je lisais et là j'ai vraiment aimé ça également. Je pense que je suis un chouïa moins attachée à ces personnages-là qu'à ceux d'avant, mais je pense que ça va aller en s'améliorant et qu'accessoirement on réussit quand même à s'attacher à eux. Ce qui est assez fort en plus de ça, c'est que forcément leur histoire se déroulant en parallèle, celle d'Aren et Lara, ils ont une opinion sur le sujet. Ils ont une opinion sur tout ce qui s'est passé notamment en tome 1, puisque celui-là se déroulant en parallèle du tome 2, forcément c'est un peu plus délicat d'avoir une opinion sur un truc qui est en train de se passer. Mais du coup ils ont tous les deux une opinion sur ce qui s'est passé dans le tome 1. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que pareil, ils ont un point de vue sur les personnages et je trouve ça très drôle, surtout Kéris, il prend vraiment Aren pour le roi des cons et moi je trouve ça terriblement drôle. Voilà, j'ai aussi beaucoup aimé parce que du coup, comme il y a des scènes qu'on a déjà vues, on avait aussi déjà le point de vue d'Aren, le point de vue de Lara et là on va les avoir avec d'autres, on va avoir le point de vue d'autres personnages sur la même situation et j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu.
j'ai pas eu de sentiment de redondance. Et pourtant, le livre est vraiment gros, donc j'avais très peur au début. Je m'étais dit, ah là là, si on vit des scènes, parce que j'avais bien compris qu'il se passait en parallèle, et je savais du coup certains trucs qui se passaient, et je me suis dit, bah forcément, on va revivre la même scène. Mais comme c'est pas du même point de vue, que c'est pas fait de la même manière, que c'est pas raconté pareil en fait, tout simplement, et c'est pas raconté avec le même état d'esprit. Et j'ai trouvé que ça, c'était plutôt pas mal du tout. Et franchement, j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est un roman qui se dévore. De toute façon, les 2 tomes de la saga précédente, je les avais déjà dévorés, peut-être même encore plus vite. Mais alors celui-ci, c'est pareil, ça se dévore. Pour ceux qui hésitaient à le lire, je serais tentée de vous dire, honnêtement, tentez-le. Si vraiment vous voyez que ça ne va pas, abandonner, mais ça m'étonnerait quand même que ça ne le fasse pas. Je trouve vraiment qu'il est vraiment bien. Waouh, il y a beaucoup trop de vraiment dans cette phrase. Non, vraiment, je le trouve incroyable à l'image des précédents. Et surtout, je trouve que ça boucle vraiment la boucle. Et le fait qu'on aille à chaque fois un peu voir ce qui se passe dans tous les différents royaumes, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à l'univers de manière générale. Encore une fois, on n'est pas dans un univers de fantasy classique avec des pouvoirs magiques, des créatures surnaturelles. On est vraiment dans un univers juste où ça va être une histoire de royauté, de royaumes qui se tirent la bourre, pour ne pas dire qu'ils se font la guerre. Et franchement, j'ai trouvé que c'était ultra bien pensé depuis le début, cette saga. Ça reste de la romantaisie, hein, faut pas non plus aller chercher la petite bête ou quoi. Mais il y a beaucoup d'intrigues de cour, de guerre, et franchement, je trouve que c'est une saga qui vaut vraiment le coup d'être lue. Genre vraiment. Donc je vous conseille vivement L'Héritier Insoumis et tout le reste de la saga. Sachez en tout cas que je l'ai tellement aimé que j'ai mis La Guerre sans fin, donc le 4e tome, dans ma pile à lire du mois d'avril. Il a dégagé je sais plus quel livre, mais voilà, j'ai remplacé le livre en question pour mettre la suite parce que j'ai adoré. Nouveau tome 3, mais cette fois-ci fin de saga puisque j'ai terminé La Selkie avec son tome 3, La Malédiction de Sandwood Bay de Megara Nolan. C'est un roman auto-édité, je l'ai lu dans l'abonnement Kindle et pas de surprise encore une fois, c'est un coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. Pour rappel, La Selkie, c'est un univers d'urban fantasy, donc c'est-à-dire que c'est un univers qui est similaire au nôtre, mais dans lequel des créatures surnaturelles évoluent, un peu dans le mystère. Elles sont représentées par la BPCM, la Brigade de protection des créatures magiques, dans laquelle notamment travaille Brie, qui est une Selkie. Pour ceux qui ne le sauraient pas non plus et qui n'auraient pas regardé mes vidéos précédentes sur le sujet, une Selkie, c'est une métamorphe phoque, elle peut enlever et retirer sa peau à loisir, et quand elle retire sa peau, elle devient humaine, quand elle la remet, elle devient un phoque. Brie, elle a perdu sa peau, donc autant vous dire que c'est un des grands drames de sa vie. Elle a également perdu énormément de souvenirs, elle est incapable de savoir ce qu'il est advenu de sa peau, ce qui est, encore une fois, un des très grands drames de sa vie. Dans le tome 1, elle va être un petit peu réprimandée par son chef car son coéquipier est mort alors qu'ils enquêtaient. Bon, c'est de sa faute à lui, mais voilà, c'est la seule qui est en vie, donc c'est la seule qui peut être punie. Et elle va se retrouver de corvée de babysitting pour Jace, qui est le dernier oracle. Les oracles ont été massacrés à une époque. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un qui vivait caché jusque-là, mais quelqu'un en a après lui, et Jace va se retrouver babysité par Clary, j'allais dire, pas du tout, ça c'est dans The Mortal Instrument, par Brie, du coup, voilà. Sauf que Brie, l'enquête qu'elle est en train de mener, ça fait des mois qu'elle est dessus, donc elle a pas du tout envie que ça lui passe sous le nez, elle veut savoir le fin mot de l'histoire, et elle va entraîner Jace malgré elle dans cette enquête. Et c'est de cette enquête que vont découler tous les événements qui vont arriver dans le tome 1, 2 et dans ce 3e tome. Ce roman, cette saga d'ailleurs, parce qu'en vrai j'ai envie de parler vraiment de la saga dans son entièreté, est une petite pépite. J'ai beaucoup aimé, et je pense que je l'ai dit à chaque fois que j'ai présenté un des tomes de cette saga, mais j'ai beaucoup aimé le bestiaire de Megara Nolan, j'ai beaucoup aimé la manière qu'elle avait de récupérer des mythes, des légendes, même des faits divers, puisqu'elle a également, dans le tome 2, elle reprend l'histoire de Jack l'Éventreur à sa sauce, et j'ai vraiment aimé la manière dont elle rebrodait autour de ces histoires-là, pour aller avec son univers, pour rendre son univers plus riche, avec des créatures à chaque fois hyper intéressantes. Moi j'ai redécouvert des créatures que je connaissais déjà et ça m'a fait beaucoup sourire parce qu'en fait par plein d'aspects ça m'a fait penser à des notes que j'avais prises pour un roman qui un jour sortira peut-être si je me décide enfin à écrire de l'imaginaire. Et en vrai il y a plein de créatures que je m'étais notées à caler dans le récit et je trouve ça génial parce que j'ai vraiment retrouvé des ambiances que j'aime trop. Et des créatures que j'aimerais voir moi dans mes romans, ou des créatures qu'on voit très rarement. Déjà les Selkies c'est assez rare, je pense que j'ai dû lire, ça doit être le 2e truc que je lis avec une Selkie de ma vie je pense. Après j'ai déjà lu des trucs autour, notamment dans les livres qui se déroulent genre en Écosse, des fois ça fait partie des mythes un peu
de là-bas, donc forcément tu peux parfois avoir des liens avec ça, mais j'ai vraiment adoré dans le récit comment c'était foutu. En plus, entre chaque chapitre, on va avoir justement un petit bestiaire ou alors des articles de presse, de la presse surnaturelle, vous l'aurez sans doute compris. Et j'ai vraiment aimé cette immersion dans l'univers. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, bien amené, et l'univers est très riche. Les personnages le sont également, Brie, on a une évolution d'elle, mais enfin, c'est un truc de dingue. On est quand même sur un personnage qui est très renfermé sur elle-même au tout début du récit. On est sur une femme qui, moi, m'a énormément touchée, qui a vécu des choses pas faciles. Elle est émouvante. Et j'ai vraiment aimé son évolution, cette façon qu'elle a d'être de moins en moins indépendante, de plus en plus faire confiance aux gens, de s'ouvrir aux gens. J'ai aimé voir un petit peu cette nostalgie d'un passé qu'elle connaît pas s'évanouir petit à petit de ses prunelles. Ça m'a fait du bien de la voir évoluer et aller bien, en fait, tout simplement. Même s'il lui arrive plein de merde, même si c'est parfois compliqué. Mais j'ai vraiment aimé l'évolution de ce personnage. J'ai adoré la relation Jace et Brie. Je trouve vraiment que c'est une des plus belles relations qu'il m'était donné de lire. J'ai aimé tous les rebondissements de ce roman. Il est peut-être un chouïa plus longué et en même temps ça ne m'a pas déçu. J'ai mis très longtemps à le lire alors que les autres tomes je les avais dévorés. Alors déjà parce que je pense que, et d'ailleurs je ne l'ai pas précisé en intro de cette vidéo, mais ce mois-ci, là je vous fais un update. Je suis à mon 5e livre lu, on est le 23 mars et j'ai terminé un livre hier en une journée, mais sinon les autres je les traîne une bonne semaine à chaque fois, donc forcément je lis pas très vite et d'habitude je lis plus vite que ça me frustre un petit peu. Mais pour le cas de celui-ci, je pense que c'était aussi parce que j'avais pas envie de quitter Jace et Brie. Vraiment, j'avais pas envie. Et je pense que ça a beaucoup impacté ma vitesse de lecture. Accessoirement, j'étais en plein rush final de ma réécriture en cours et du coup, je pense que j'étais un peu obnubilée par ça et la lecture passait un peu au second plan. Mais voilà, en tout cas, c'est un roman que je vous conseille, c'est une saga que je vous conseille. Sachez qu'ils sont tous dispo dans la Book Kindle, et puis ils sont également disponibles en version papier. Vous pouvez les acheter sur la boutique de Megara, mais aussi sur Amazon. Voilà, moi je crois que je l'avais acheté sur Amazon celui-ci. Enfin, le tome 1 en tout cas. Bref, c'est une saga qui est géniale, que je vous conseille. L'urban fantasy, si vous ne lisez pas de fantasy, je pense que c'est un bon pas pour rentrer dans ce genre. Vraiment, parce que le fait que ça se déroule à notre époque, souvent dans un monde qui est plus ou moins similaire au nôtre, mais là en l'occurrence c'est vraiment le nôtre, la différence c'est que oui, il y a des créatures surnaturelles qui existent, mais voilà. Et je trouve que c'est une bonne entrée en matière, et accessoirement avec le bestiaire qu'on va avoir de Megara, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose avec des petits... Enfin, vous allez prendre plaisir comme moi, dans le tome précédent par exemple, on croise littéralement la bête du Gévaudan, enfin je suis désolée, mais merde quoi, enfin, moi qui adore les mythes et les légendes depuis que je suis gamine, j'ai été complètement servie et c'est tout ce que j'aime et c'est exactement la sensation que j'ai ressentie, c'est exactement ce que j'aimerais faire ressentir à mes lecteurs si un jour j'écrivais un roman avec le même type un peu de bestiaire. Bah, c'est ça, ce côté, ceux qui comme moi étaient fascinés par les mythes et les légendes, et d'ailleurs moi c'est ce qui fait que j'ai eu envie d'écrire et que je me suis autant plongée dans certains livres, c'est que les mythes et les légendes, j'adorais ça, je trouvais ça fascinant. Et du coup, c'est vraiment cette fascination-là, moi, qui fait que j'ai adoré cette lecture aussi, parce que j'ai eu l'impression qu'elle réinterprétait les mythes de manière très intelligente. Et non, c'était génial. Et voilà, je vous conseille La Selkie. Le dernier tome est largement à la hauteur des tomes précédents. Et il me tarde de lire La Pirate et le Highlander, qui est le premier tome du préquel de cette saga qui se déroule dans le même livre. Tout ne pouvait pas hyper bien se passer. Et grosse déception pour Embraser le jour de Marie Replin, qui est le tome 2 d'Affronter la nuit du coup. Un univers dans lequel le jour succède à la nuit pendant un an. En gros, on a une année de jour, une année de nuit. Et pendant la nuit, généralement, c'est le moment que choisissent les dragons pour attaquer parce qu'il y a une énorme guerre entre humains et dragons. Du coup, la déesse, pour défendre ses petits humains ridicules face à des dragons, octroie tous les ans, au moment en gros où le jour bascule vers la nuit, avec son rayon de lumière, elle va choisir des élus à qui elle va attribuer un don. Voilà. Parmi eux, il y a Liv qui n'avait pas du tout prévu ça. Elle est orpheline, elle a grandi avec d'autres gamins chez un vieux monsieur qui prend de son mieux soin des enfants, mais qui n'a pas énormément de thunes. Et Liv, c'est la seule qui permet qu'ils aient à manger plus ou moins à leur faim. Hein. Moins que plus parfois. Donc un petit peu complicado pour elle de se dire que là en fait elle doit partir pour apprendre à se battre et potentiellement mourir parce qu'il y en a énormément qui meurent, enfin voilà, c'est littéralement de la chair à canon et on va pas se mentir, face à un dragon tu fais pas forcément trop le poids que tu sois grand, petit, homme ou femme, hein, tu restes un être humain face à une créature énorme.
Et voilà, elle va partir donc pour être formée à l'académie, c'est en tout cas ce qui se passe dans le tome 1. On va y suivre également Raylan, qui est le beau gosse, qui la prend en grippe dès le début, mais en même temps, voilà, on est sur une romantaisie young adulte quand même. Il faut savoir que le tome 1, je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai surkiffé. D'ailleurs, c'était à peu près à l'époque où tout le monde parlait de Force Wing. Je l'ai trouvé bien meilleur que Force Wing. Voilà. Je vais me faire huer encore une fois. Voilà. Mais moi, Force Wing, j'ai pas trop aimé. Et je l'ai trouvé bien meilleur. J'ai trouvé que déjà, il était hyper dynamique comme roman. On n'avait pas le temps de s'ennuyer. J'ai adoré le personnage de Raylan. J'ai trouvé que c'était vraiment un love interest hyper intéressant. Un personnage hyper intéressant. Le personnage de Liv également. Et en plus de ça, même s'il y a le côté romantaisie dessus, dans le tome 1, il se passe absolument rien entre les personnages, alors que dans Force Wing, ça passe quand même une bonne partie du récit à baiser. Ça se passe tous les deux dans une académie, alors même si dans Force Wing, l'idée c'est d'aller chevaucher des dragons et qu'ici c'est plutôt d'apprendre à les zigouiller, il y a vraiment des similitudes dans les deux qui ont fait que j'ai forcément dans mon esprit mis les deux livres en parallèle et qu'Affronter la nuit, je l'ai 1000 fois préféré, je l'ai dévoré, je l'ai adoré à l'époque. Embraser le jour... Et bien malheureusement, je me suis ennuyée pendant les 3/4 du roman. Voilà, j'ai trouvé que c'était très très long à démarrer. Je pense que jusqu'à la moitié, en vrai, il se passe pas grand chose. En tout cas, jusqu'à la partie 2. Partie 2, ça s'accélère un petit peu, il commence à se passer davantage de choses. Mais c'est très lent. Et honnêtement, ça n'a pas du tout marché avec moi. Je me suis trop ennuyée en fait pour être vraiment dans l'histoire. Je trouve je vais pas dire qu'il se passe rien parce que c'est pas vrai. Et je trouve que ce tome 2 va davantage creuser les relations entre les personnages. On va aussi évidemment apprendre plein de choses, puisqu'à la fin du tome 1, il se passe un événement qui fait remettre en cause beaucoup des choses que Liv croyait savoir. Et du coup, je trouve que oui, c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses, mais on met 10 plombes à tout apprendre, et en fait, l'action est vraiment condensée sur les tout derniers chapitres, et c'est tout. Pendant le reste du bouquin, il n'y a pas une action de fou, il y a quelques petites péripéties un petit peu qui vont venir foutre un petit peu de peps, mais elles sont vraiment limitées et j'ai trouvé que le rythme était assez, je vais pas dire mauvais parce que j'ai pas envie de dire mauvais, mais c'est un peu le mot qui me vient quand même naturellement. J'ai trouvé que le rythme était pas très foufou quoi. Vraiment pour le coup, la première partie pour moi il se passe, je vais pas dire rien parce que c'est pas vrai, mais pas grand chose. Et ouais, non, c'était vraiment long. C'était vraiment long. Le roman il me semble que le tome 2 est plus long que le tome 1. Je sais pas parce que je l'ai lu en e-book alors que le 1 je l'avais lu en version papier. Mais il me semble, pour les avoir vus tous les deux, que le tome 2 est plus épais, donc je présume plus long que le tome 1. Et je trouve que c'est pas nécessaire. Il se passe vachement plus de choses dans le 1 que dans le 2 au final. Et voilà, non franchement j'ai pas aimé ce tome 2 et je suis dégoûtée parce que vraiment je l'attendais avec énormément d'impatience. J'étais vraiment hypée. Par contre, gros point positif, il y a un petit résumé du tome précédent. Et tant mieux parce que moi, j'avoue, j'étais un peu paumée, on va pas se mytho. Enfin, ça fait trop longtemps que je l'ai lu et je lis trop de livres pour me rappeler précisément de qui est qui, de qu'est-ce qui s'est passé précisément dans le bouquin. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très appréciable et ça m'a permis de replonger assez vite dans l'histoire. Mais ouais, non, franchement, c'était pas un bon deuxième tome à mon sens. Et étant donné que c'est qu'une duologie, j'aurais peut-être pardonné dans une trilogie parce que très souvent dans une trilogie, le tome 2 est un peu plus tranquillou quoi. Généralement c'est vraiment celui qui va faire la liaison entre les deux. On a la situation initiale qui est posée, les péripéties du tome 1 et souvent le tome 2 c'est un tome de transition, c'est ce qu'on dit souvent. Et voilà, j'aurais peut-être pardonné, mais là, non franchement c'était beaucoup trop long, l'action finale m'a pas non plus bluffé de fou. J'aurais peut-être aimé des décisions un peu plus radicales parce qu'en plus l'autrice n'a pas hésité à en prendre plus tôt dans le récit, que ce soit dans ce tome-ci ou dans le précédent. Mais ouais, non, malheureusement c'est un gros flop pour moi. Et je dis malheureusement parce que pour le coup je suis vraiment dégoûtée que ça n'ait pas marché. J'avais tellement aimé le tome 1 que dans ma tête c'était sûr que le tome 2 j'allais kiffer. Et en fait pas du tout, comme quoi voilà. Après je trouve pas que ce soit une mauvaise fin en soi. Moi ce qu'elle a choisi de faire dans l'histoire j'ai complètement adoré. C'est vraiment le rythme qui m'a manqué et qui fait que ouais j'étais pas dedans, je me suis ennuyée, j'ai trouvé ça long. Il y avait même des fois j'avais envie d'arrêter, mais comme j'aime beaucoup les personnages et je pense que oui en effet elle prend plus le temps, pas de les approfondir parce que pour moi ils sont déjà bien approfondis dans le premier. Après chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas les liens sont peut-être plus approfondis dans celui-ci et donc oui c'est touchant. Mais ouais, non, j'aurais vraiment très sincèrement
préféré un roman avec un peu plus de rythme et peut-être une fin, comment dire, peut-être que l'action aurait pu se dérouler d'une manière différente. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu plat. Voilà, un peu plat. Bref. Mais bon, c'est pas grave. Je vous invite quand même à découvrir la saga et si jamais vous avez lu les 2 tomes, à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que pour beaucoup ce sera une hérésie, que j'ai trouvé ça meilleur que Force Wing pour le tome 1. Force Wing dont je n'ai toujours pas eu le tome 2, hein. Peut-être que ça va me faire l'effet inverse et que autant j'ai moyennement aimé Force Wing, mais je vais adorer... J'ai plus le nom du tome... Non, je vais pas l'avoir, ça sert à rien que je cherche. Mais voilà, le tome 2, peut-être que je vais l'adorer, qui sait. Là, après tout, c'était l'inverse, donc on ne sait jamais. Voilà. Bref, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces livres si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous conseille vivement d'aller vous faire votre propre opinion sur ces 3 romans, que moi j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à lire, même si oui, j'en ai aimé certains plus que d'autres, ça veut pas dire que j'ai pas passé un beau moment quand même. Voilà, je vous fais de très gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo, et jusque là, lisez beaucoup. Ciao.